1, 2. Pour tous les férus de microchirurgie, je présente sur les microanastomoses vasculaires assistées par laser. Et c'est le 13 décembre, ma thèse de science est le 13 décembre à Lille. Oui, pardon, je suis bête. Vous me permettez d'intervenir. On ne peut pas faire sans micro, parce que dans ce cas-là, l'enregistrement ne marche pas. Alors maintenant, je vais vous dire, attendez, je vais vous parler. Il faut quand même choisir. Ou bien on augmente le son et c'est nous qui devenons sourds. Non, il y a un problème de son. Alors on va régler le problème de son qu'on découvre aujourd'hui. Alors, il y a également un problème d'élocution. Alors peut-être qu'il faut qu'on fasse l'effort, nous, qui prenons la parole, de prononcer clairement les mots. Je pense que vous comprenez ce que je dis, il suffit de... Alors mettez bien le micro, parlez un peu plus fort. 1, 2. Tout le monde entend ? Problème, c'est pas dramatique. Voilà, donc je vais parler de macro-microchirurgie puisque nous allons parler de la décompression du nerf ulnaire assistée par endoscopie dans le syndrome cubital au coude. Donc le syndrome du nerf ulnaire, donc la compression du nerf ulnaire, regroupe plusieurs sites de compression au coude que nous retrouvons ici sur une coupe anatomique. Ici le nerf ulnaire, le septum intermusculaire médial, l'épicondyle médial et le tunnel cubital, le fascia du muscle flexocarpi ulnaris, avec un certain nombre de sites de compression autres. Donc les techniques chirurgicales sont ici connues par tous, et elles regroupent les épicondylectomies, la décompression simple, qui donne de très bons résultats, et puis la transposition, que ce soit sous-cutanée, intramusculaire ou sous-musculaire. La question est de savoir si on peut faire aussi bien, sinon mieux, en étant moins invasif. C'est Tsai en 1999 qui pose les premiers jalons de la technique assistée par endoscopie. Cette technique va être ensuite popularisée par Hoffman et Semionneau, qui montrent qu'il y a plusieurs sites de compression haute qui n'ont pas été encore décrits dans la littérature et qui sont parfois très éloignés du coude, à distance. Dans notre technique chirurgicale, donc, puisque nous avons mis au point un nouvel appareillage endoscopique, nous effectuons une incision cutanée de 2 à 3 cm, toute courte, donc qui sera refermée par après par 2 points de suture. Nous mettons en évidence le nerf. Nous effectuons une tunnelisation en proximale et distale, facilement réalisable. Puis nous effectuons un début de neurolyse par un spéculum éclairant sur une distance environ de 5 cm. Enfin, nous introduisons l'endoscope. Et par endoscopie, nous terminons la décompression. Alors d'une part, nous avons les structures superficielles. Ici, par exemple, le fascia du muscle flexocarpi ulnaris, qui va être décomprimé aisément par les ciseaux, de proximal en distal. Ici, on voit bien le bec de l'endoscope qui soulève le muscle et les sites de compression. Et voici le nerf ulnaire décomprimé sur environ 20 cm, 10 cm en amont et 10 cm en aval donc du coude, en laissant la vascularisation du nerf, le lit naturel du nerf et l'entourage nerveux. Donc nous avons réalisé 3 études. Une première étude concernait 55 patients, c'était une étude rétrospective, elle est actuellement publiée dans un magazine français. Une étude prospective est en mineure révision donc, dans un magazine américain Neurosurgery, qui recoupait donc 31 patients. Et enfin, nous avons effectué une revue de la littérature sur la technique endoscopique. Et actuellement, nous conduisons une 4e étude. Donc, outre l'évaluation neurophysiologique, les patients étaient toujours soumis à un examen des 2 points discriminants. Donc la photo n'est pas bien parce qu'on devrait vraiment prendre ça un peu plus en distal. Mais donc, la sensibilité est évaluée par cette méthode objective d'évaluation. La force de la pince pouce index la force de la pince pouce index et la force de préhension. Donc toujours évaluée en pourcentage du côté sain. Donc
Donc les patients étaient classifiés, alors il y a 2 types de classification pour le syndrome ulnaire, la classification de Delon, la classification de McGowan. Donc en gros, les patients de stade 1 sont peu symptomatiques, ceux de stade 3 sont très symptomatiques et ont un pronostic mauvais. Et donc nous retrouvions 11 patients au stade 1, 31 patients au stade 2, 13 patients au stade 3. Voici le matériel utilisé, donc des ciseaux que vous retrouvez dans tous les blocs chirurgicaux, le spéculum éclairant, et ici la caméra utilisée pour la neurologie endoscopique, avec ici le bec, en fait, puisque c'est une caméra qui est dérivée de la, ce sont des plasticiens, de la technique de lifting frontal. Et donc nous avons ici le bec qui permet de soulever la musculature. Donc les complications, on retrouvait un hématome, une lésion vraiment partielle, c'était les premières interventions parce qu'on avait mis au point le matériel, une hypoesthésie post-opératoire du coude, tout ça pour un taux de complication de 5,5%. Et j'insiste, c'était vraiment lors de la mise au point de la technique puisque toutes les dernières interventions sont effectuées sans aucune complication. Aucune infection dans la série, aucune récidive dans la série. La récidive chez nous était définie comme une période de 3 mois, donc sans progression de la symptomatologie. Donc, le score de Bishop évaluait de façon objective à la fois les symptômes résiduels, l'amélioration de la symptomatologie, l'activité professionnelle, la force de préhension et la sensibilité objective, pour un score total excellent, bon, moyen ou mauvais. C'est un score donc, qui regroupe tous les items, aussi bien de l'anamnèse que les items cliniques. Donc, on retrouvait un résultat excellent chez 44 patients, bon chez 6 patients et mauvais uniquement pour 1 patient. Évolution après opération en préopératoire et en post-opératoire. 38 patients étaient asymptomatiques en post-opératoire et il y avait un véritable shift, donc une transition des grades les plus élevés vers les grades les plus légers de la maladie et on ne retrouvait aucun patient dans les stades 3. L'évolution de la force de préhension et de la force de la pince en préopératoire et en post-opératoire, une amélioration nette de la force de préhension, évaluée donc par rapport au côté contralatéral, 68% du côté contralatéral, 94% du côté contralatéral, et de la pince pouce-index. Une amélioration également de la sensibilité post-opératoire pour les 3 rayons ulnaires, en préopératoire et en post-opératoire. C'est donc la sensibilité pour les nerfs digitales de l'annulaire et de l'auriculaire. On voit une diminution de ce qu'on appelle les 2 points discriminants, c'est-à-dire une meilleure sensibilité distale. Et enfin, de façon subjective, 98% des patients referaient l'opération en post-opératoire. Les résultats excellents sur le plan subjectif sont liés naturellement à la non-invasivité de la technique, à la cicatrice courte et non douloureuse, à l'amélioration objective des résultats. Le score de Bishop bon à excellent dans 95% des patients, chez 95% des patients reflète la satisfaction des patients, le fait que la décompression est complète de toutes les structures, même méconnues en préopératoire, d'un respect de la vascularisation du nerf, et le nerf reste dans son lit naturel. Ça, c'est très important. Alors, je m'excuse parce que la photo est agrandie, c'est un peu flou, mais ici, on est à 10 cm du coude et on voit bien ce site de compression, le nerf ulnaire et le bec de l'endoscope qui soulève le muscle. Une photo encore préopératoire pour vous montrer qu'on respecte la vascularisation, même les petits rameaux vasculaires, c'est tout à fait aisé. Ici, le bec de l'endoscope, le fascia, donc on va facilement, la structure qui comprime qu'on va facilement ouvrir avec les ciseaux, un appareillage simple, et enfin tout l'entourage du nerf qui sera non lésé en post-opératoire. Donc nous avons comparé notre étude et nos études avec celles de la littérature sur le plan des récidives tout d'abord. La série qui a été la plus popularisée est celle d'Hoffman et Simeono qui ont essayé de vendre un matériel qui est à mon avis beaucoup moins performant que le nôtre. Donc ils avaient 0% de récidives. La série de Cobb est très intéressante puisqu'elle regroupe 350 patients. Donc c'est quand même un taux de récidive de 5%, donc tout à fait faible. Celle de Bootman très récente, et puis la nôtre. Au niveau de l'évaluation subjective du résultat, chez nous, il est bon dans 91% des patients, à comparer aux 60% des séries pionnières et 87% de l'autre série pionnière.
Le score de Bishop dont je vous parlais est excellent dans toutes les séries. Il reprend tous les items, aussi bien subjectifs qu'objectifs. Donc celle de Bootman, 0 mauvais score de Bishop. Pour nous, les limites sont à 4 niveaux. D'une part, la luxation du nerf unaire en préopératoire n'est pas une bonne indication pour ce type d'opération. Et là, je pense qu'une transposition est nécessaire. Enfin, de plus, l'évaluation de la technique pour les récidives, elle est en cours d'évaluation, donc on ne peut rien dire pour l'instant. En cas de pathologie osseuse, un geste osseux sur l'épicondyle est en général nécessaire, ou pour la résection de cal osseux. Enfin, des études prospectives randomisées et contrôlées manquent, mais à mon avis, la cause est la suivante. Quand on s'est mis à cette technique endoscopique, on a du mal à en sortir et on veut opérer tous les patients, puisqu'on voit si bien, par endoscopie. D'autant plus que l'intervention dure en général 20 minutes. À mon avis, de par la non-invasivité de la technique, la grande satisfaction des patients, le fait que la décompression est complète, même les structures méconnues en préopératoire, que montre bien l'IRM ou une bonne échographie, le respect de la vascularisation du nerf, le fait que le nerf reste dans son lit naturel et que les résultats objectifs soient excellents, je pense que cette technique a un très grand avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment pour cette très belle communication. J'appelle le premier intervenant Michel Soufs, donc, qui est directeur du département de microchirurgie à Lille. On va vous passer un micro, Michel. Je voudrais féliciter Franck pour cette très belle communication. Nous avons connu l'évolution du canal carpien sous endoscopie et actuellement, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de chirurgiens de la main qui font tous leurs canaux carpiens sous endoscopie. Pour des problèmes de budget d'une part, des problèmes de maintenance. L'indication de l'endoscopie pour le nerf ulnaire m'apparaît plus intéressant dans la mesure où tu as montré qu'on pouvait atteindre des structures de compression très hautes sur l'avant-bras et plus basses sur le bras, ce qu'on ne peut pas atteindre par une incision classique. Alors, mon commentaire est que c'est certainement très intéressant, mais dans l'état de délabrement du financement de nos cliniques actuellement, je ne pense pas que les directeurs de cliniques soient prêts à investir dans un matériel qui va être coûteux et difficile à entretenir. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, c'est une très bonne question et ça s'inscrit, je pense, dans l'évolution actuelle de la médecine. Moi, je pense que c'est vrai que pour répondre à la première phase de la question, pour les canaux carpiens, on a complètement abandonné cette chirurgie endoscopique des canaux carpiens parce que d'une part, c'est dangereux. D'autre part, je pense que ça demande une courbe d'apprentissage forte. Et d'autre part, il y a des grands anatomistes qui ont bien montré qu'au niveau du canal carpien, les variantes des collatérales du nerf médian, il y avait toute une anatomie des variantes des collatérales et que c'était dangereux de pratiquer ces endoscopies. Maintenant, pour l'avenir de la technique endoscopique au niveau du syndrome du nerf ulnaire, pour nous, elle a un grand avenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les patients en sont friands. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient, la plupart aujourd'hui des patients travaillent beaucoup avec l'Internet, quand ils voient qu'une technique peut être effectuée avec une incision de 2-3 cm, ils n'ont plus du tout envie de cette cicatrice de 5 voire 10 cm. D'autre part, au niveau du post-opératoire, on ne met aucun plâtre. On met juste une attelle, un bandage compressif. Enfin, le matériel n'est pas si cher que ça. C'est autour enfin, je ne vais peut-être pas parler d'argent ici, mais c'est pas si cher que ça. Et ça se rembourse au fur et à mesure, d'autant plus que c'est un matériel qui est facile d'entretien, avec des colonnes d'endoscopie qu'on peut prendre de l'endoscopie du poignet. Et il y a uniquement la caméra à acheter. Et donc je pense honnêtement que ça, dans les réalités économiques actuelles, je pense que cette technique a quand même un bon avenir. Merci infiniment. Une autre intervention ? Oui, Henri Judet. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous laissiez, en fait d'ailleurs un des arguments positifs, le nerf dans sa position anatomique. Car on savait que du fait du chevalet épitrocléen, quand on laissait ce nerf en arrière, on avait souvent, du fait des fibroses post-opératoires, des récidives. Et on transposait donc très souvent le nerf en avant, justement en sous-cutané, pour supprimer
ce chevalet épitrocléen qui crée une certaine tension. Alors vous respectez cette position du nerf, ce qui est louable, mais vous avez un recul relativement court. Hein. C'est entre 1 mois, c'est ça? Oui, mais c'est Alors, moyen, le recul moyen. Hein. C'est-à-dire qu'on a les des... récidives arrivent souvent un petit peu plus tard. Est-ce que vous ne craignez pas, en laissant le nerf dans cette zone tendue, que vous ayez plus de récidives que en le transposant en avance si l'épitroclée est volumineuse et fait chevaler? Alors, à notre avis, en fait, quand il y a un réel problème au niveau de l'épicondyle, quand il est trop proéminent, quand il y a une luxation du nerf en préopératoire, tout ça, pour nous, ce n'est pas des bonnes indications. C'est pour ça que j'ai vraiment remis à la fin les indications qui étaient bonnes, les indications qui étaient moins bonnes. Maintenant, je pense qu'il y a 2 arguments en faveur de notre technique. D'une part, dans les décompressions simples, il y a des excellents résultats dans la littérature, des gens qui ont fait des revues de la littérature à long terme et qui ont montré que les résultats de la décompression simple, sans transposition, étaient bien meilleurs que celles de la transposition. C'est l'étude Princeps que j'ai montrée tout au début de mon argument. Ensuite, on respecte tout l'entourage du nerf, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout invasif par rapport à la technique. On coupe juste les structures qui compriment et donc on libère ce nerf sans en fait aggraver le phénomène de fibrose. Et on a eu une révision, comme j'ai dit, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas du tout de phénomène de fibrose à ce niveau-là. Enfin, je pense qu'honnêtement, cette technique doit être évaluée en études prospectives randomisées et contrôlées, et c'est le futur qui nous donnera les arguments pour trancher.